livret commémoratif de la conférence et les 30 ans de la Convention. Donc, si vous souhaitez bénéficier de ce cadeau, vous devrez rester jusqu'au bout. Nous ne vous l'enverrons pas par courrier. Il s'agit d'un ouvrage qui acquiert en valeur au fil du temps. Donc, si vous ne le recevez pas, vous devrez ensuite vous rendre sur eBay pour l'obtenir à un prix exorbitant. Voilà, nous attendons encore quelqu'un. Jean, souhaitez-vous nous donner le programme de la conférence tant qu'on attend? So, let me also take the opportunity to thank remercier deux personnes très importantes qui sont assises là-bas dans le coin de la salle. Et je pense que vous avez entretenu beaucoup de contacts par email et par téléphone avec Anita Go, qui à présent semble très gênée. Or, elle a accompli un travail formidable. Tout ce que vous voyez se passer au cours de cette conférence se produit grâce à elle. Et donc, si vous avez l'occasion d'aller la voir et de la remercier, de la féliciter, je pense qu'elle en serait heureuse. Et notre collègue Adeline est présente aussi quelque part. C'est l'autre personne qui va. J'aimerais remercier Connecting Child Rights pour avoir rendu cette réunion possible. En leur nom, j'aimerais donc souhaiter la bienvenue à tous et à toutes et à tous, et j'espère que ce sera un panel intéressant. Avant de commencer nos discussions, j'aimerais donc demander aux participants. Donc, je commencerai d'abord par les trois jeunes panélistes qui sont ici avec nous, qui viennent de différents pays. Joséphine, qui a 17 ans, elle vient du Sénégal. Elle est la présidente du Conseil consultatif des enfants dans la région de Sidio. Elle participe aux campagnes contre les mutilations génitales et également la question de la grossesse des adolescentes. Joséphine est en fait l'une de nos conseillères qui est activement donc impliquée dans les discussions des droits des enfants, notamment la protection des droits des enfants organisée par le Comité des droits des enfants en 2018 et en connexion avec Child Rights Connect. Ensuite, nous avons Issou qui a également 17 ans, il vient du Bangladesh. Il lui aussi est très impliqué dans les sessions de sensibilisation sur les questions de mariage des enfants et exploitation sexuelle des enfants. Il a lancé un dialogue avec le gouvernement local sur la question de la protection des enfants. Il parlera en bangla avec donc l'aide de son interprète, que je remercie. Le troisième participant, qui est le plus jeune, est Hollis du Brésil. Il a 15 ans. Beaucoup d'intérêt en matière de sensibilisation contre la discrimination, l'inégalité et la violence basée sur l'inégalité. Il participe à des mouvements de changement social et en faveur de donner une voix aux enfants. Il parlera en portugais et sera aussi interprété. Et une bienvenue très chaleureuse également à tous les panélistes qui, eux, sont jeunes dans leur cœur, c'est-à-dire Michel, rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme, et à ma droite, Ulrika Silias, qui est en charge des campagnes à Save the Children. Alors, commençons par le premier thème de discussion, qui est celui de l'acceptation, reconnaissance et autonomisation des enfants en tant que défenseurs des droits humains. Je vais poser d'abord quelques questions. Ensuite, les autres questions, nous arriverons par l'application donc que nous avons mis à votre disposition. Alors, en tant que défenseur des droits humains, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques cas concrets, quelques exemples concrets où vous-même ou d'autres enfants reconnus donc en tant que
défenseur des droits des enfants. Est-ce que vous avez pu, grâce à cette reconnaissance, assurer des droits à des enfants? Est-ce que cette reconnaissance a-t-elle permis d'améliorer la situation des droits des enfants sur le terrain, dans la vie réelle des enfants? Donc, je vais peut-être donner la parole d'abord à Carlos. Vous avez donc 3 minutes pour parler et 3 minutes pour l'interprétation. Bonjour tout le monde. Henrique, tenho 15 anos e sou do Brasil. My name is Carlos Enrique. Je m'appelle Carlos Enrique, j'ai 15 ans et je viens du Brésil. Et pendant longtemps, j'ai participé à MJPOC, qui est en fait une organisation des droits des jeunes. Et j'ai entrepris des actions sociales au sein de notre communauté. Nous nous sommes amusés, bien sûr, mais nous avons aussi beaucoup agi par le biais de manifestations e d'autres actions pour lutter contre le racisme et la discrimination. E fortalecendo valores sociais que servem de melhoria para toda a sociedade. Parmi ces activités, NJPOC a enseigné des valeurs sociales afin d'améliorer la société. De 30 anos da Convenção sobre os Direitos das Crianças, À l'occasion du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, il est important de se souvenir que cette cause n'est pas seulement la nôtre. Même si de nombreux enfants et adolescents souffrent, il y a des personnes qui s'en soucient, qui plaident pour cette cause. Par exemple, mes amis NJPOC et moi-même plaidons en faveur des droits de l'enfant. Et en cette journée importante, pour nous tous. Elle démontre que nous avons des droits, que ceux-ci doivent être garantis. Parler de l'importance de cette convention est nécessaire. Parce que nous savons que les enfants et les adolescents se voient refuser leurs droits, ce qui est inacceptable. Par conséquent, nous œuvrons ensemble pour mobiliser les sociétés et traiter de ces questions. Je pense que tous les enfants, tous les adolescents méritent de voir leurs droits respectés. C'est pour cela que je pense qu'il est indispensable de protéger les droits des enfants et des adolescents. Au Brésil, un jeune homme noir est tué toutes les 23 minutes. Ces jeunes, de plus en plus, se voient nier le droit à la vie. Et nous devons changer cette réalité. L'une des actions que nous avons menées pour promouvoir les droits de l'enfant est la suivante. Un projet de recherche sur les enfants permet d'identifier ceux qui sont victimes de négligence et identifier la façon de mobiliser la société pour combattre ce phénomène. Nous avons procédé à ce projet avec les enfants d'école et les adolescents dans les écoles. Et l'une des conclusions de cette étude a été que 72% des jeunes sont confrontés à la discrimination à l'école. Surtout en cas de préjugés contre les LGBT et autres formes de racisme qui privent les enfants de leur liberté et de leurs droits. Nous, enfants, adolescents, luttons ensemble
pour mettre fin à ces violations de nos droits. Nous appelons l'attention du public, du gouvernement envers notre cause. Nous avons des droits, nous exigeons que ceci soit garanti. Enfin, je voudrais reprendre mon message principal. Il faut respecter nos droits en appuyant les efforts des défenseurs des droits de l'enfant. Nous devons avancer ensemble, évoluer ensemble. Les enfants, les adolescents doivent avoir leurs droits garantis. Pour qu'un jour, toutes ces situations difficiles ne fassent partie du passé et ne puissent se reproduire. Ne nécessite ni âge ni force. Une question posée correctement peut être une bonne forme de plaidoyer. Par exemple, Daniel, un enfant qui a grandi sans père, avec 2 sœurs et un frère, qui était absent au moment de l'histoire, son oncle a grondé ses sœurs et leur a dit qu'elles ne vivaient pas dans sa maison et leur a demandé d'aller chez leur père. Daniel a parlé à son oncle et lui a expliqué la situation. Son oncle, honteux, comprit qu'un enfant pouvait avoir raison. Daniel avait défendu les droits de ses sœurs. Un autre cas est celui de Dina. Les amis de Dina la voient comme une leader. Elle dit qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais elle en a la capacité. Elle a appris qu'elle doit écouter tout le monde, enfants ou adultes. Dina diffuse avec ses 2 camarades de classe une émission radiophonique qui fournit des informations sur les droits et les intérêts des enfants et des adolescents, y compris les droits sexuels et reproductifs. Ce faisant, elle renforce leur autonomie et promeut la liberté des autres filles et femmes qui doivent faire face à la discrimination et à la violence dès leur plus jeune âge. Dina et ses collègues disent qu'il est essentiel de connaître, d'exercer et de défendre les droits humains. Je pense que cette histoire mérite nos attentions. Vu cette cause qui est le manque d'enregistrement à l'état civil, nous proposons d'installer des bureaux d'état civil au niveau des postes de santé pour assurer l'enregistrement automatique des enfants. Si je prends le cas du Sénégal, pour essayer de régler ce cas, il faudrait installer des bureaux d'état civil. Il faudrait aussi mettre à la disposition de la population des instruments juridiques permettant de prendre en compte cette situation. Les parents devraient être aussi enregistrés à l'état civil. Il faut tenter de modifier peut-être les tests juridiques pour permettre aux enfants qui sont dans cette situation de pouvoir être enregistrés à l'état civil. Si la mère ou bien le père n'a pas de pièce d'état civil, je crois que l'enfant ne devrait pas subir les conséquences. Il devrait par conséquent être enregistré à l'état civil. Et pour cela, nous avons aussi d'autres messages à donner comme puisque notre éducation est notre avenir, inscrivez-nous à l'état civil car nous avons le droit à une identité. Tout enfant a le droit au loisir. Stop aux négligences des parents. Nous avons le droit à un nom et à une nationalité et ceci concerne notre avenir. Cet enfant a le droit d'aller à l'école, d'être inscrit à l'état civil. Pour assurer notre avenir, inscrivez-nous à l'état civil car nous avons le droit à une identité et une nationalité. Stop à la négligence puisque notre éducation est notre avenir. Merci. Les enfants sont défenseurs des droits de l'enfant. Cela est bien aussi, je prends l'exemple du Sénégal. Dans notre pays, il y a une cellule d'appui à la protection de l'enfant qui est constituée d'enfants qui protègent les propres pères en faisant des sensibilisations, aussi peut-être avec l'accompagnement d'une éducation spécialisée sur des cas d'abus et de violence faites aux enfants.
Donc pour moi, les enfants ne sont pas impuissants, ils sont capables de protéger leurs propres droits, car l'avenir nous appartient. Merci. N'attendons pas les adultes, mais aussi ne refusons pas les adultes, car l'avenir nous appartient. Merci. Qu'est-ce qui manque le plus au niveau de ce pouvoir d'action que pourraient nous donner les adultes? Bon, je pense que les adultes peuvent nous aider en nous accompagnant. Et puisque peut-être pour suivre peut-être des cas d'abus d'enfants, les jeunes ne sont pas aussi équipés pour aller en justice, si je prends l'exemple du Sénégal. Donc les adultes nous aident à défendre les cas de violence en justice et aussi nous encadrent à travers des formations que nous bénéficions. Donc je pense que ça peut nous aider en tant qu'enfants à pouvoir défendre nos droits. Merci. Les enfants qui, par exemple, apparaissent dans les tribunaux comme témoins ou les enfants qui sont accusés d'une action. Et également la question de savoir comment aller vers les tribunaux. Quelqu'un qui a, par exemple, 18 ans ou quelqu'un qui a les connaissances pour pouvoir nous accompagner, nous aider. Et c'est là que les adultes peuvent jouer un rôle en tant qu'acteurs qui peut faciliter l'ensemble du processus. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? বড়দের কাছ থেকে আমরা যেটা সহযোগিতা পেতে পারি সেটা হচ্ছে যে বড়রা আমাদেরকে অনেক তথ্য দিতে পারে, সেটা আইনের সম্পর্কে হতে পারে বা যে কেসগুলো ঘটেছে তাহলে কোথায় গেলে কি করতে হবে, এই কিছু তথ্য দিলে আমরা আরো ভালোভাবে চাইল্ড এবং ইউথরা ভালোভাবে আরো অংশগ্রহণ করতে পারবো। I feel that adults can support us with their information, giving us information about the laws, about whatever is happening around us, so that we can have an informed participation and our participation will be very meaningful. Now the floor is to Erika. So it is very important that also the adults that will take the children in court is well oriented on the children's rights and is strengthened so that the children that will be taken in court will be properly handled by this kind of adult. Que l'adulte soit à même vraiment de l'aider. Taylor, you have the floor. Vous avez la parole. Qui permet aux enfants du Sénégal de pouvoir participer au travail de l'Assemblée nationale sur les lois qui les concernent. Et je pense que ça serait mieux de faire la dynamisation de ce dernier, car c'était à l'étage. Et le dernier président de cette organisation était à Haïti. Et aussi, il faudrait que l'État du Sénégal puisse accompagner l'ONG à mettre en place des conseils municipaux d'enfants qui permettra aux enfants de pouvoir participer au niveau de leur commune. Bon, c'était ce que je voulais y ajouter. Et comme on a l'habitude de le dire, tout ce qui est fait pour les enfants, sans les enfants, c'est fait contre les enfants. D'où la participation de l'enfant est nécessaire. Merci. When we are, for example, an organization that needs to promote children's rights, but we don't talk to each other. We think that we know better because we have the document. We have the convention, we have the articles, we are the adults, so we are going to decide what is better for the children. And I think this is the point where the entire system got wrong.
Et c'est là que le système est là. Parce que beaucoup d'organisations, par exemple le Chinois, n'ont simplement pas every issue that they discuss, it's about adults at all. se discutent entre adultes autour de la même table et on prend des décisions pour nous, pour les enfants. Mais personne ne vient nous poser la question de savoir ce qui nous semble important, ce dont nous avons besoin, ce qui est vraiment pertinent pour nous. Et donc, puisqu'on parle de l'avenir des droits des enfants, puisque nous parlons de ce que nous souhaitons voir au sein de la société, c'est vrai, on peut toujours dire qu'on a 30 ans de documents derrière nous, on a la convention, on a les textes, mais il faut maintenant savoir comment mettre en œuvre tout ceci. Je vais par exemple me tourner vers les institutions gouvernementales. Est-ce que vos spécialistes sont-ils véritablement préparés et formés pour travailler avec les enfants? Est-ce que vous-même, vous êtes bien préparés pour mettre en œuvre des documents? Est-ce que ces documents sont des véritables documents que vous pouvez mettre en œuvre en faveur des droits des enfants? Ou alors est-ce que ce sont des textes qui ne sont compréhensibles que pour un adulte? Et les ONG également, je retourne vers les ONG. De quelle manière est-ce que vous voulez en fait nous donner la possibilité de partager nos opinions avec vous? Une plateforme sur laquelle nous allons pouvoir nous exprimer. Est-ce que vous mettez cette plateforme à la disposition de tous ou est-ce que uniquement à la disposition de quelques personnes choisies, c'est-à-dire ceux qui sont proches de votre bureau, ceux qui peuvent se permettre de venir vous voir dans votre bureau? Il y a des enfants qui n'ont pas accès à Internet, il y a des enfants qui n'ont pas la possibilité de se rendre directement dans votre bureau, il y a des enfants qui ne savent pas non plus quelles sont les questions que vous posez. Donc, essayons de voir si nous sommes vraiment préparés à travailler avec les enfants. Et donc, une question qui doit être posée aux enfants, car ce sont les enfants eux-mêmes qui peuvent vous aider. Nous pouvons vous aider à préparer des versions faciles à comprendre pour un enfant. Nous pouvons partager avec vous nos opinions, parce que c'est nous qui vivons notre vie et connaissons le mieux notre vie et nos besoins. Et puis, je sais que nous avons beaucoup de représentants d'État dans cette salle. Alors, je voudrais vous poser une question. Est-ce que les enfants sont véritablement une priorité pour vous? Financièrement parlant, parce que dans beaucoup de circonstances, on accorde beaucoup d'argent pour beaucoup d'autres projets, mais pas suffisamment pour l'enfance et la jeunesse. Moi, j'ai eu une discussion très intéressante chez moi quand je me suis rendue dans une petite ville. J'ai demandé, eh bien, où est-ce que les enfants peuvent se divertir et jouer ici? Ils m'ont montré une petite colline. Ils m'ont dit, voilà, ça, ils peuvent aller jouer sur cette colline. Il n'y a pas de ressources. Mais nous devons être prioritaires du point de vue financier, du point de vue des budgets que vous attribuez. Il faut des ressources pour mettre en œuvre. Car sans ces ressources, évidemment, on ne va pas avancer par rapport à hier. Donc, je voudrais vous remercier de nous donner la possibilité, de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer ici aujourd'hui. Il faut petit à petit impliquer les enfants dans ce type de réunion, car on ne peut pas parler des enfants. Pour la défense des droits des enfants que vous accomplissez dans votre pays et de par le monde. Je vais à présent donner la parole à Ulrika, qui va nous parler de ses efforts dans le domaine. Vous avez 6 minutes. Thank you very much. Bonjour et merci, Amal. Cette table ronde, comme on l'a dit, concerne les enfants en tant que défenseurs des droits des enfants. Et je pense que ces enfants, en tant que militants, en font vraiment la différence au jour le jour. Et je voudrais vous donner quelques exemples.
qui se base sur mon expérience. Pour commencer, au Bangladesh, au Nicaragua par exemple, les enfants ont un impact sur l'élaboration des budgets publics qui sont essentiels pour améliorer les services qui leur sont destinés. En Éthiopie, les enfants ont contribué à empêcher le mariage des enfants au Kosovo. Les enfants ont favorisé l'interdiction des châtiments corporels, ainsi qu'on l'a dit hier. Carlos, Joséphine, Massoud et tous les autres enfants qui sont présents en Genève cette semaine nous rappellent pourquoi la participation des enfants dans les débats, dans les décisions qui les influencent est une condition sine qua non. Les enfants sont défenseurs des droits conformément à la Convention. Ils doivent être traités en tant que tels. Dans un même temps, les enfants sont confrontés à un certain nombre de difficultés dans la défense de leurs droits et on les a déjà évoqués hier et ce matin. Je suis certaine que nous continuerons d'entendre ces exemples au fil de la conférence. Et nous, adultes, nous faisons partie du problème parce que les enfants nous disent encore que nous ne les écoutons pas, que nous ne prenons pas au sérieux leur opinion. Donc en tant qu'adultes, en tant qu'organisation de la société civile, nous pouvons en faire davantage et nous devons mieux le faire. Comment améliorer les campagnes que mènent les enfants au niveau national, régional, international via nos organisations de la société civile? Nous sommes en train d'élaborer des normes de campagne menées par les enfants. Nous avons tiré parti des leçons tirées au fil des ans pour les ériger en principes, des principes dont nous parlons au jour le jour et pour faire en sorte que les organisations de la société civile adulte mettent en place des lignes directrices permettant aux enfants de mener des campagnes sur les questions qui les concernent à leur façon. Nous sommes en train de préciser ces lignes directrices, ces normes. Les organisations pourront ensuite les adapter à leur contexte spécifique, à leur réalité. Et je voudrais vous faire part de certaines des normes que nous explorons. Par exemple, normes sur l'inclusion, la diversité et l'égalité garçons-filles pour venir en aide à des jeunes de contextes différents, de capacités différentes et que nous facilitions leur potentiel de changement. Une autre norme concerne les militants enfants. Nous avons des politiques en clair en place dans nos organisations. Nous devons en avoir aussi sur la participation des enfants pour atténuer les risques tout en favorisant la participation des enfants. Donc ce n'est pas seulement nous qui devons identifier les risques auxquels s'exposent les enfants. Comme nous l'avons entendu, les enfants sont tout à fait capables d'identifier ces risques et d'en tenir compte. Mais nous devons leur venir en aide. En outre, lorsque les enfants s'adressent à nous, nous demandent de les aider à favoriser leurs compétences, à mieux comprendre comment pouvons-nous renforcer la connaissance et les compétences des enfants qui souhaitent mener des campagnes lorsqu'ils s'adressent à nous. Il s'agit aussi de normes concernant la qualité de notre travail et le renforcement des capacités de notre propre personnel pour traiter les enfants en toute dignité et respect et leur permettre de faire preuve d'innovation et de surmonter les obstacles. Plus important encore, ces normes concernent la façon dont on doit investir suffisamment de ressources financières et humaines pour assister ces enfants dans leurs campagnes, que les campagnes soient durables, pas seulement une activité ponctuelle. Nous devons créer des espaces, des approches qui nous permettent d'apprendre des enfants, de les écouter. De la sorte, nous pourrons continuer d'améliorer et d'adapter nos priorités avec la contribution des enfants. Et je pense que Ariadna, dans la session précédente, justement, nous a montré comment le faire de façon positive pour vraiment agir au lieu de parler. Nous devons nous assurer de rendre des comptes aux enfants, les informer sur ce que nous faisons parce qu'on pose beaucoup de questions aux enfants, on communique beaucoup, mais est-ce que vraiment nous leur sommes redevables pour montrer que nous avons tenu compte de leurs opinions, de leurs avis au fur et à mesure? Il faut aussi mettre en place les mécanismes de partage d'expérience avec d'autres acteurs, qu'il s'agisse de partenaires de la société civile, de gouvernements, d'institutions onusiennes, de partenaires des médias, des universités. Nous avons besoin de partenariats avec de nouveaux acteurs, des acteurs qui ne sont peut-être pas très familiers des droits de l'enfant, qui ne sont peut-être pas aussi liés à cet appui que nous apportons aux enfants comme défenseurs des droits de l'homme.
Et nous devons aussi aider les enfants, leur apporter un soutien pour forger un dialogue, des connexions entre enfants et adultes. Nous pouvons donc en faire beaucoup pour améliorer les propres être les mieux à même de prendre des décisions pour leur enfant. Donc nous n'avions pas l'autorisation d'aborder la question avec eux. Ensuite, avec les membres du groupe, je me suis rendue devant le président du gouvernement local. J'ai abordé la question avec lui et il est intervenu. Avec tous les membres de la communauté, nous avons été en mesure de mettre fin à ce mariage forcé pour la jeune fille et le président du gouvernement local a attribué une bourse à cette fille qui a ensuite reçu ses diplômes scolaires et à présent elle étudie à l'université. Je pense que si moi, avec les membres du groupe, nous n'étions pas intervenus, les enfants de ma communauté auraient une vie bien différente à présent. Cette jeune fille dont je vous ai raconté l'histoire aurait sans doute été mariée. Et elle n'aurait pas pu faire valoir son droit à l'éducation et d'autres droits. Nous avons aussi pu nous entretenir avec les représentants des gouvernements locaux et des autorités nationales pour faire valoir nos problèmes et y trouver solution. Grâce à mon engagement et celui de mon groupe en tant qu'enfant, j'ai pu représenter la communauté des enfants au niveau national et à présent au niveau international. Nous savons que le Bangladesh est l'un des premiers pays à avoir ratifié la Convention. Et même avec l'engagement positif du gouvernement du Bangladesh, le gouvernement accomplit beaucoup de mesures en faveur de la réalisation des droits de l'enfant dans le pays. Et malgré ces engagements, malgré toutes les mesures prises par le gouvernement, les enfants restent confrontés aux violences dans le contexte scolaire, sur le lieu de travail ainsi que dans leur famille. Nous savons aussi que le taux de mariage des enfants au Bangladesh est particulièrement élevé par rapport à d'autres pays du monde. Enfin, je pense que les enfants doivent être encouragés à résoudre les problèmes qui les touchent. Je voudrais clore cette intervention en citant Nelson Mandela. Il a dit que nous serons jugés à l'aune de la différence que nous introduisons dans la vie quotidienne des enfants.
who are listening to me today, Pour tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui, interrogez-vous, qu'avez-vous fait pour changer la vie des enfants et vous tous enfants, qu'avez-vous fait dans vos communautés respectives, dans vos pays? Je vous remercie pour votre patience et d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous remercie au nom de tous les enfants du Bangladesh. Passer au deuxième thème qui concerne la protection des enfants en tant que défenseurs des droits de l'homme. Être défenseur des droits de l'homme en tant qu'enfant n'est pas une tâche aisée, c'est une tâche herculéenne. Et dans de nombreux pays, les enfants qui œuvrent à la protection de leurs droits humains sont confrontés à de nombreux obstacles, s'exposent à des risques. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ces risques? Est-ce que vous avez rencontré des risques de ce type ou des difficultés en accomplissant votre travail? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de la protection spécifique que requièrent ces enfants, cette protection dont vous avez besoin en tant qu'enfant défenseur des droits de l'homme? Selon vous, comment cette protection peut-elle être accordée sans pour autant empêcher ces enfants d'exercer le rôle de défenseur des droits de l'homme? Et comment peut-on assurer la protection tout en les encourageant à poursuivre ce travail? Pouvez-vous nous faire part de cette expérience? Je vais demander à Monsieur Forst peut-être de nous donner le premier exemple. Vous avez 6 minutes. Merci beaucoup. Et permettez-moi de commencer par rappeler l'importance que j'accorde à l'événement d'aujourd'hui et à la question de la place des enfants défenseurs dans les programmes de la société. Et parce que je vois de plus en plus que toutes nos sociétés ont tendance à considérer les enfants comme des enfants défenseurs comme passifs, ou alors on les réduit à un statut de victime, et on ne voit pas les enfants défenseurs comme des défenseurs de droits actifs, qui défendent leurs droits, qui défendent les droits des autres. La plupart du temps, on voit bien que nous ne les écoutons pas assez et nous parlons de eux à leur place, parce que nous pensons savoir ce qui est le mieux pour eux. Alors évidemment, pour répondre à la question, on voit que les enfants défenseurs courent les mêmes risques que leurs collègues adultes, disparition, arrestation, torture, campagne, menaces, etc. Mais parce qu'ils sont des enfants défenseurs, il y a d'autres tensions auxquelles on peut faire référence. D'abord, il y a un conflit que je vois quotidiennement entre le besoin de protection et la reconnaissance des enfants défenseurs. Vous savez, les mécanismes de protection qui existent à l'heure actuelle ne prennent pas assez en compte les enfants. Et les lois nationales que nous développons à l'heure actuelle pour protéger les défenseurs, bien souvent ne contiennent aucun chapitre consacré aux enfants défenseurs. Il y a des mesures spécifiques pour les enfants défenseurs. Et bien souvent, je crois que dans les réunions préparatoires, les enfants ne sont même pas associés, ne sont pas consultés sur les lois nationales de protection ou sur les mécanismes nationaux de protection. C'est quelque chose que j'essaie de promouvoir dans mon activité. Je vois également des obstacles même au sein du mouvement du droit de l'homme. Vous savez, je suis moi-même rapporteur spécial de la Société sur les défenseurs depuis 6 ans et je suis impliqué dans le mouvement de protection des défenseurs depuis maintenant plusieurs décennies. Et je dois admettre que du point de vue du mandat, du point de vue des organisations nationales de défense des droits de l'homme, les enfants sont souvent invisibles, invisibilisés. Pour le moins, ils sont actifs sur le terrain, on le sait, mais en même temps, ils ne sont pas assez invités, pas souvent invités dans les événements internationaux comme aujourd'hui. C'est principalement pour des problèmes logistiques que l'on se retrouve. Je veux dire que moi-même, dans mon travail, j'organise souvent des consultations avec les défenseurs et souvent j'essaie d'inviter les enfants défenseurs confrontés aux problèmes de logistique. Il y a 2 jours, j'étais à Tunis, préparé mon prochain rapport des défenseurs de conflits, de l'humanité. Je veux dire que ce sont les lieux dans lesquels les défenseurs sont les plus menacés et j'étais aussi confronté à la difficulté de pouvoir inviter les responsabilités de logistique des enfants défenseurs à ma consultation. J'ai des exemples pour répondre à la question de
popularisé, n'est pas assez connu, et je trouvais des centres, des organisations spécialisées, mais aussi au comité du droit de l'enfant pour les efforts à la matière. Je crois qu'on a besoin, on l'a dit longtemps, on a besoin d'apprendre, on a besoin de consulter les enfants défenseurs et d'avoir des approches ascendantes dans le processus de prise de décision afin de mieux prendre en compte les besoins des autres. On a aussi beaucoup parlé des différenciations de genre entre filles et garçons. J'aimerais aussi attirer l'attention de la participation de l'audience sur la question difficile des enfants non binaires et qui peut avoir affaire à des risques bien différents que les garçons pour la défense des droits humains. C'est une question qu'il faut aussi prendre en compte. Il faut aussi, encore une fois, rappeler l'importance de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire les défenseurs enfants issus de communautés autochtones, ceux qui travaillent sur la question du handicap, sur la question des minorités, les enfants qui sont encore dans les zones isolées. Toutes ces questions doivent se rejoindre et travailler non pas de manière spécialisée ou en silo, mais bien de manière intersectionnelle. Et c'est des choses que j'essaie de faire dans la préparation de mes rapports. Et je note aujourd'hui que j'ai reçu un prochain rapport sur les enfants, sur les défenseurs en zone de conflit, d'importantes contributions de la part d'enfants défenseurs qui m'ont permis de travailler sur la question. Alors comment garantir les mesures de protection des enfants en tant que défenseurs? Il y a d'abord la boîte à outils et le recours par chaque collègue pour être un très bon exemple, une bonne initiative pour assurer une mise en œuvre concrète. Et j'inviterai les organisations spécialisées à m'aider à développer une autre boîte à outils particulière permettant de m'aider à développer avec les États des lois nationales et des mécanismes qui incluent les enfants dans le mécanisme de consultation. J'essaye, dans la mesure du possible, et j'encourage mes collègues rapporteurs à également avoir des échanges, des rencontres, des consultations régulières avec les enfants défenseurs lors de nos visites académiques, officielles, mais également lors de nos visites officielles et dans tous les rapports que je présente au Conseil des droits de l'homme ou à l'Assemblée générale. Il y a un chapitre spécifique consacré aux enfants défenseurs et je crois que c'est une bonne pratique que des collègues rapporteurs devraient également. Je ne serai pas long pour terminer, peut-être quelques exemples pour conclure. Je crois que nous devrions, aux Nations Unies et les États membres de Nations Unies, essayer d'avoir des créneaux horaires spécifiques lors d'événements, lors de forums internationaux, pour assurer une participation des enfants aux événements. Je pense aux anniversaires internationaux qui ont lieu ou qui auront lieu bientôt. Il faut une place spécifique accordée aux enfants défenseurs pour ces événements. Je pense qu'il serait utile, lors de la prochaine réunion annuelle des procédures spéciales, d'organiser avec les rapporteurs spéciaux une rencontre spécifique avec quelques enfants défenseurs, que les enfants défenseurs parlent aux titulaires du mandat des procédures spéciales de la manière dont leur mandat peut être plus effectif pour assurer leur protection. Pour ma part, je suis en train de créer une série de dessins animés, de spots animés sur les défenseurs, bien évidemment, dans la rédaction, dans la conceptualisation de ces spots, dessins animés. Je veille parce que les enfants sont conclus. Et pour terminer, j'aimerais rappeler que l'année 2020 va être une année d'anniversaire pour les gens. C'est le 20e anniversaire de mon mandat et j'ai l'intention d'organiser pour ce 20e anniversaire quelque chose de spécifique, un événement spécifique portant sur les enfants défenseurs pour assurer une mise en lumière du rôle sur la scène internationale. Et je pourrais le faire bien évidemment en associant les organisations spécifiques. Et enfin, pour terminer, je rappellerai l'importance des prix internationaux pour assurer la protection des défenseurs et des enfants. La France a récemment mis en place un prix national. Je suis heureux de voir que les enfants défenseurs vont être reconnus par le prix des droits de l'homme de la République française et seront invités à Paris pour la remise de ce prix par le ministre de la Justice. Je vous remercie. La question qui nous réunit aujourd'hui est d'importance capitale parce que nous parlons des 30 ans de la CEDEAO, nous parlons des 30 ans de convention. Mais il est important également de souligner que ces 30 ans ne doivent pas nous mettre en
une barre d'arrêt devant nous. Ces 30 ans ne doivent pas faire que nous nous disions que nous avons cheminé pendant 30 ans et que c'est très important, alors que si nous nous rendons compte que pendant ces 30 ans, nous n'avons fait que 5% de ce que nous devons faire sur les 100%. Alors, dans la défense de nos droits, nous enfants, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous sommes exposés à beaucoup de violences. Nous sommes vraiment vulnérables devant les sociétés. Parce que quand nous agissons et que dans nos actions, il y a, par exemple, dans notre région, à Séville, notre conseil, nous organisons des panels sur les mariages d'enfants et sur les mutilations génitales. Et nous avons l'habitude d'inviter les leaders religieux et les leaders coutumiers. Et pendant nos actions, pendant nos sensibilisations, nous évoquons des sujets sur les mutilations génitales, par exemple. Et quand nous posons les questions à nos leaders religieux, ils ont tendance à prendre exemple sur la religion, en disant que c'est permis. Et pourtant, nous savons que les mutilations génitales ont des conséquences néfastes sur nos vies. Et ce sont sur la base de ces conséquences que nous leur demandons d'arrêter. Mais en parlant de cela et en disant aux populations que c'est permis, certaines personnes qui sont instruites peuvent comprendre. Ils peuvent se dire que les mutilations génitales aujourd'hui ont des conséquences néfastes par rapport à la santé de l'enfant, alors nous devrions arrêter. Mais ceux qui ne sont pas instruits, ceux qui se basent toujours sur la religion, ils ont tendance à écouter plus souvent leur leader religieux. Et là, ils vont se dire que ces enfants sont en train de passer outre la religion. Ils sont en train de parler d'autres choses. Ils ne sont pas en train de respecter nos religions. Alors, ils vont créer des mouvements. Nous serons exposés à beaucoup de violences notamment des harcèlements sur les routes, peut-être même une dislocation de nos groupes, peut-être des parents qui vont empêcher leurs enfants de venir participer à l'enfant, des parents qui vont interdire à leurs enfants de venir défendre leurs droits parce qu'ils se diront que ce que vous faites, c'est un truc de blanc en fait. On a tendance de parler comme ça en Afrique. C'est un truc de blanc. Les droits des enfants, c'est pour les blancs. Nous, les Africains, on ne connaît pas ça. Nous, on doit se respecter. On ne doit pas parler quand l'adulte parle et autre chose. Donc, nous sommes vraiment très vulnérables. Et dans ce sens, nous voulons vraiment que l'on nous protège. Nous avons besoin d'une protection. Nous voulons que nos États vraiment nous accordent une crédibilité dans notre pays. Que le code de l'enfant soit établi. Parce que nous parlons de cela depuis plusieurs années, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à les établir. Au Sénégal, le code de l'enfant n'est pas du tout appliqué, il n'est pas ratifié. Et pourtant, c'est ce code qui nous permettra d'avoir une certaine crédibilité, d'avoir une certaine voix pertinente dans notre pays. Et pourtant, les États sont là, ils ont ratifié, ils ont signé la convention, ils ont signé certains textes, mais les textes ne sont pas en concordance avec les textes nationaux. Si dans la CDE, nous disons que le mariage des enfants est permis à 18 ans, et que dans nos textes nationaux, nous disons que la fille peut être mariée à 16 ans, ça c'est une contradiction. Et là, quand vous partez chez les parents et vous leur dites que non, vous ne devez pas marier votre enfant à l'âge de 16 ans, à la CDE, il nous dit que l'enfant doit se marier à 18 ans. Le parent vous dira que dans les textes nationaux du Sénégal, il est permis de marier la fille à 16 ans. Là, tu ne pourras pas défendre correctement ce droit, tu seras obligé de reprocher chemin. Et là, c'est vraiment un bond en arrière pour nous. Et ça, c'est pas du tout bon pour nous. Nous devons toujours avancer et pas aller en arrière. Nous parlons de 30 ans et pas de 25 ans. Donc si nous parlons de 30 ans et que nous retournons en arrière, c'est comme si nous n'avançons pas. C'est comme si notre défense n'a aucun intérêt. Et vraiment, nous vous demandons vraiment de nous soutenir, de nous aider. Et nous aider pas en prenant des décisions sans nous, mais en nous impliquant, en faisant en sorte que nous soyons présents, en faisant en sorte que toutes choses que vous ferez pour nous, que nous soyons impliqués, que nous nous voyons dedans. Parce qu'il est dit que tout ce que vous faites pour l'enfant, sans l'enfant, c'est contre l'enfant. Alors si aujourd'hui nous étions ici,
seulement avec les adultes et qu'il n'y a aucun enfant, alors je considérerais que cet anniversaire n'est pas pour les enfants, mais seulement pour les vieillards et les adultes. Alors merci beaucoup de nous impliquer dans toute décision que vous prendrez. Je vous remercie de votre attention. Que vous faites face à la violence, au harcèlement et à toutes sortes d'interdits de la part des parents et des membres de la communauté. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Je suis tout à fait d'accord que le point de départ pour la protection des droits des enfants, c'est l'adoption des lois capables de protéger les droits des enfants. Alors, on arrive à la fin des interventions des panélistes et maintenant nous allons peut-être voir quelles sont les questions qui nous sont parvenues. Nous avons une question par le biais de l'app qui la douleur des enfants, des familles de défenseurs qui sont aussi menacés. C'est la raison pour laquelle moi j'invite les États membres du système de nations unies à réfléchir aussi à la question des villes refuges que nous avons déjà évoquées, qui sont ces lieux sécurisés pour les défenseurs, et faire en sorte que ces villes refuges incluent aussi des programmes spécifiques permettant aux femmes défenseurs d'être relocalisées à l'extérieur de leur pays pour des raisons de sécurité, et personnes avec leurs enfants pour faire en sorte que les enfants bénéficient également des mesures de protection données à leurs parents. La deuxième chose concerne les lignes directrices que les États ont mis en place pour protéger les défenseurs. L'Union européenne, l'OSCE, également beaucoup d'États ont développé des lignes directrices pour protéger les défenseurs en Israël. Et beaucoup d'États font à l'heure actuelle une revue, une évaluation des lignes directrices. J'invite les enfants dans la salle, les enfants défenseurs, à se tourner vers leur gouvernement pour leur demander, lors de la révision de ces lignes directrices, d'inclure dans ces lignes directrices un chapitre spécifique portant sur la question des enfants défenseurs. Plus nous serons nombreux à porter cette question, plus nous serons efficaces pour augmenter l'efficacité des lignes directrices de la politique. Et enfin, je vois que beaucoup d'ambassadeurs présents ici à Genève, ne connaissent pas du tout les mesures de protection pour les défenseurs. Et je crois qu'on aura besoin de développer avec elle, à notre Connect et d'autres organisations, à tout le monde, une boîte à outils permettant de mieux faire comprendre aux ambassadeurs dans les pays africains comment utiliser les mécanismes de protection pour assurer une protection des enfants. Merci. Ça reste beaucoup de chemin à faire. Parce qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, il y a des enfants défenseurs qui sont sur le terrain, peut-être en train de subir des violences, peut-être en train d'être insultés de tous les noms. Et pourtant, on parle de participation dedans, on dit que nous sommes là. Mais nous sommes juste 1% des enfants défenseurs dans le monde. Nous sommes juste 1% des enfants dans le monde qui doivent être écoutés. Alors si nous portons aujourd'hui leur voix, ce n'est pas pour dire que l'objectif de la participation de la femme, mais c'est juste pour dire que nous sommes sur la voie d'intégrer la participation des enfants effective. Vraiment. Alors, je vous remercie. À nous impliquer, parce que nous connaissons mieux notre vie. C'est nous qui savons ce que nous vivons. Alors, ensemble, nous pouvons mieux faire plutôt que d'aller en avant chacun de son côté. Merci. Porque ellos no pueden tomar el poder de sus acciones, no pueden tomar el poder de todo lo que se debe hacer. Like they can't, they can't be independent. They can't take power of their actions. Ils n'ont pas le pouvoir sur les actions qu'ils peuvent entreprendre. Pero en mi país existe mucha corrupción. Because they're still independent adults.
which isn't a bad thing, but also in my country there's a lot of corruption. n'est pas une mauvaise chose, mais Y dans con mon la pays, il y a corrupción beaucoup nos de traen varios corruption. problemas, porque la libertad de expresión muere. And corruption brings a lot of La problems. corruption crée beaucoup de And problèmes. our freedom is affected. Notre liberté est Porque ainsi no es necesario entravée. de que muchas familias en Perú viven con $70 al mes. A lot of families in Peru live Beaucoup in de $70. familles chez nous vivent avec $70 par mois. Y muchas niñas abusadas actualmente no pueden hablar. And many children that are abused sexually cannot speak, cannot express Abusés du point de vue sexuel ne peuvent pas prendre la because parole they're car ils still too scared to do so. ont trop peur de Yo creo que el trabajo que debemos sacar de aquí, tanto adultos como jóvenes, I think that the work and the ideas we need to take out from this conference as adults and as children no solo sea crear más espacios de participación para los niños, is not only to create more participation ne in devrait pas se areas for concentrer children, uniquement sur davantage de sino crear participation, autonomía en ellos. but also to help them mais create aussi and develop their sur own. la nécessité pour les enfants de développer leur autonomie. You as us, Superar todos los miedos que tenemos. overcome Et que ensemble, our nous fights. puissions surmonter nos peurs. Merci. আমি আজকে শিশু অধিকারের উপর কিছু চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যতের কথা বলতে চাই। I'm going to talk about the challenges of child rights and what is the future of child rights. চ্যালেঞ্জ হচ্ছে 1 নম্বর আর্থিক অভাব ও দারিদ্রতার কারণে শিশু শ্রম হচ্ছে। The poor economic condition of families are forcing the children to get engaged in labor. কাজের অভাব, নিজস্ব কোনো জমি না থাকার জন্য পরিবার যখন একসাথে বাইরে কাজে চলে যাচ্ছে পরিবারের সঙ্গে, তো শিশুরা বাধ্য হচ্ছে যাতে সেই পরিবার যাওয়ার সময় শিশুদের অধিকারগুলো লঙ্ঘিত হচ্ছে, বিশেষ করে তাদের শিক্ষা ও সুরক্ষার অধিকার। Unavailability of decent jobs, lack of agricultural land, keep families migrating for livelihood, and hence the right to education and protection of children are violence. 3 নম্বর হচ্ছে শিশুদের প্রতি হিংসা, দ্য ভায়োলেন্স এগেইনস্ট। এবার ফিউচার অফ চাইল্ড রাইটস, শিশুর ভবিষ্যতের কথা কিছু বলতে চাই। আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট The future of child rights. 1 নম্বর, আমি চাই সমস্ত শিশুদের সমান অধিকার হোক। মেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা, যাতে তাদের পড়াশোনাকে খুব এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং চাকরির জন্য বাইরে কোথাও যেতে পারে। In future, I desire to see all children enjoying equal rights, especially the girls, who should get equal opportunities for higher education and job. আমি চাই শিশুদের প্রতি কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, শিশু শ্রম, বাল্যবিবাহ বন্ধ হবে। I dream of a future devoid of children being victims of sexual discrimination, child labor, and early marriage. উন্নত মানের শিক্ষা প্রত্যেকটি শিশু যেন পায়। যেমন রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টে বলা হয়েছে যে 30 জন শিশুর প্রতি একজন করে শিক্ষক থাকা দরকার। তো আমি চাই এই আইনটা সমস্ত স্কুলে যাতে মানা হয়, প্রত্যেক স্কুলেই যাতে 30টা ছাত্রছাত্রীর পিছনে একজনই টিচার থাকে। Children should have the access to quality education, especially for ensuring that the teacher-student ratio should be maintained in all schools, which is mentioned National Education Act now guidelines. আর স্কুলে যাতে প্রত্যেকটি শিক্ষক চাইল্ড ফ্রেন্ডলি হয়। Schools need to have child-friendly স্কুলের পাঠ্যক্রমে যদি শিশু অধিকারের একটি অধ্যায় রাখা হয় তাহলে খুব ভালো হয়। তাহলে শিশুরা যখন স্কুলে যাচ্ছে প্রত্যেক শিশু তাদের লেসন থেকে, অধ্যায় থেকে শিশু অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবে। I would like to suggest introducing child rights in every school curriculum so that the children start learning about child rights আমার এখানে একটা খুব জিনিস ভালো লেগেছে যে এখানে দেখেছি অনেক বাস স্টপ বা স্টেশনে শিশুর অধিকারের সম্পর্কে কিছু না কিছু মেসেজ দিচ্ছে। তো এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি আমার দেশে ফিরে গিয়ে এটা করার চেষ্টা করব। In this city, I've noticed in quite a few places in the bus stops and stations, there are a lot of messages about child rights and stopping violations against children. I quite like this aspect, and I would like to follow this thing in my country. আমি বড়দের বলতে চাই যে আপনারা শিশুদেরকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিন, তাদের কথা বলার জায়গা দিন, তাদের জায়গা করে দিন, তারা যেন তাদের কথা বলতে পারে এবং তাদের কথা আপনারা গুরুত্ব দিয়ে শুনুন। For adults, there is a message: allow the children to speak, listen to them, and give them the space to express.
শিশু অধিকার নিয়ে সব জায়গায় আলোচনা হওয়া দরকার। যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করে, এনজিও সোশ্যাল, তারা তো শিশু অধিকার সম্পর্কে জানে। আমি বলতে চাচ্ছি সমস্ত যে কোনো অনুষ্ঠান, যে কোনো মিটিংয়ে যদি শিশু অধিকার নিয়ে আলোচনা হয় তাহলে এতে লোকে অ্যাওয়ারনেস আরও বাড়বে। আর শিশু অধিকার কতটা গুরুত্ব সেটা সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কতটা সেটা সবাই বুঝতে পারবে। The discussion of child rights should be practiced in all aspects of life, not only with the social workers or within the social organizations, or where the social workers and social in schools or institutions should be respected and it should be spoken about in every aspect. আমার মনে হয় যে টিচারের কথা আমি বললাম সেগুলো যদি দেওয়া হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি শিশুর ভবিষ্যৎ খুব ভালো হবে এবং প্রত্যেকটি শিশু তার সমস্ত অধিকার পাবে, কোনো অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হবে না। So I feel that if every children get their rights, then none of them will be disrespected and everybody will have a very nice life. Thank you.